Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec la suite de ma vidéo précédente. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème. Enfin, par rapport au thème de l'immigration, du grand remplacement, le multiculturalisme, tout ça. Je parle un peu de tout ça, mais comme c'est très complexe et très vaste, je vais voir. Aujourd'hui, je vais essayer de faire en 2 étapes. Je vais voir comment je sens. Je vais essayer de ne pas dépasser 30-40 minutes. On va voir. Parce que j'ai essayé de répondre à certains commentaires, mais c'est vrai que juste donner des petites phrases comme ça, c'est pas assez complet. Donc je préfère carrément faire une vidéo réponse. Comme ça, c'est plus clair et tout et tout. Ouais, c'est plus clair. Donc voilà. Je vais essayer de... Enfin, Kemi Seba, la LDNA, c'est bon. Même si par rapport à Gucci, sorry, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il s'était assagi moyennement, on va dire. Parce qu'il a toujours ce côté s'engueuler, crier avec les autres, parler fort, tout ça. Ça, par contre, je trouve qu'il abuse. Genre, par exemple, un présentateur, un journaliste, il va juste vouloir expliquer une situation. Et il va dire, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui réagit un peu trop sur l'émotion. Même je l'avais dit que, petite parenthèse, hein, c'est quelqu'un qui part d'une bonne intention à la base, il veut faire de bonnes choses. Surtout quand il voulait aider les migrants, tout ça, qui étaient déjà arrivés sur place. Enfin, en gros, parfois il est engagé et tout, il se débrouille bien. Mais il nous avait dit une fois dans une vidéo comme ça, dans une présentation, interview que j'avais vue de lui, il avait dit que quand il était petit, sa mère lui donnait des sortes de vitamines qui s'appelaient Eguchi, et qu'apparemment ça l'avait rendu super actif, hyper actif, tout ça. Et moi ça me faisait rire parce que ça me faisait un peu penser à Obélix, entre guillemets, avec la potion là. Genre j'ai l'impression que c'est le genre de personne, pardon, qui part d'une bonne intention mais qui a trop de, tu vois, genre il veut aider quelqu'un mais pouf, genre limite il va le bousculer, tu vois, tellement il est trop impulsif. Bref, donc c'est moyennement assagi, on va dire. Il s'est amélioré, mais c'est vrai qu'il aime trop s'embrouiller. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui aiment trop le clash. Bref. Donc, dans les commentaires, j'ai vu Zambi Congo, je crois. Il m'a parlé un peu de ce qui se passe au Congo, dans l'est du Congo, Kivu, tout ça. Et ça fait un moment que j'ai entendu parler de cette situation, comme tous les Congolais. Mais comme c'est un sujet sensible et que je ne le connais pas vraiment bien, je préfère pas trop en parler, tu vois. C'est genre, j'en ai déjà parlé auparavant et genre, je voyais même pas qu'est-ce qu'on pouvait vraiment faire, tu vois, par rapport à tout ce qui se passe avec le dictateur Kagame, rwandais, tout ça. Je savais pas vraiment, à part juste constater des faits, je savais pas quoi dire par rapport à ce qui se passe dans l'est du Congo. Et je suis conscient aussi moi par exemple j'aime beaucoup aussi la Tanzanie, tout ça, je m'intéresse beaucoup à ce pays. Je sais qu'on a des points communs avec ce pays, mais je suis consciente aussi que, comment on va dire, c'est un peu tendu entre le Congo, enfin RDC au milieu, et les pays de l'Est, là, tout ce qui est Rwanda, Burundi, Ouganda, c'est un peu tendu, on va dire. Avec la Tanzanie encore ça va, mais je sais qu'avec les autres pays qui sont à côté, c'est tendu. Je sais que il s'est passé beaucoup de choses dures par le passé. Mais bon, par exemple, je pense qu'un jour je reviendrai sur tout ça là, parce que j'ai écouté beaucoup de choses, beaucoup de vidéos de comprendre l'Afrique et tout sur ce qui s'était passé entre Congo, RDC et les pays d'Afrique et certains pays d'Afrique de l'Est. Peut-être qu'un jour j'en reparlerai, mais là c'est trop vaste, donc voilà. Ouais, en gros, il me demandait de parler un peu de conflits. Enfin, il soulignait le fait que pratiquement personne ne parle des conflits qu'il y a déjà entre les Noirs, tu vois. On aime bien parler des conflits qu'il y a avec d'autres populations européennes, blanches ou maghrébines, tout ça. Mais on parle pas vraiment de ce qui se passe entre les Noirs, là, entre les différentes populations noires. Et moi, j'ai pas de mal à parler de tout ça, donc je vais essayer d'en parler. Pareil, il a parlé aussi de ce qui se passe dans les îles... des conflits entre les îles Comores et Mayotte.
Et franchement, j'ai vu pas mal de documentaires sur ça. J'ai été choquée, attristée. Et je voulais en parler. J'en ai parlé vite fait dans un live de Jean Sobayo, qui était sur l'identité des Noirs, je crois, en France, un truc comme ça. Mais j'en ai parlé vraiment rapidement parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce que depuis que je suis petite, j'ai grandi avec toutes sortes de personnes, hein, de toute origine. Et donc, j'ai grandi aussi avec des filles un peu maoraises, comoriennes et tout. Et je les connaissais pas trop vraiment. C'est vraiment bien après, au lycée, que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de leur pays et tout. Je connaissais pas vraiment. Et là, j'ai regardé des documentaires, tout ça, tout ça. Bon, j'ai plus ou moins compris. Mais c'est vrai que je me sentais pas vraiment légitime à en parler parce que je me disais, voilà, moi je suis congolaise, angolaise, voilà, je suis vraiment de l'Afrique du centre. Donc, je sais que même il y a des liens et tout avec les langues, lingala, le swahili, tout ça. Je sais même aussi que malheureusement, il y a quelques populations congolaises qui ont été déportées, enfin, congolaises, mozambicaines, tout ça, qui ont été déportées de force pour aller travailler dans les îles de l'océan Indien et tout. Et après, il y a eu des mélanges avec des populations perses, indiennes et un peu européennes aussi, je sais, et asiatiques aussi. Je sais que les populations malgaches, comoriennes, mauriciennes, réunionnaises et tout, elles sont un peu un mélange de tout ça. Mais bon, comme je ne vais pas tout réexpliquer là, et en plus je m'y connais pas bien, franchement, je préfère pas en parler parce que j'ai pas envie en fait qu'après il y ait des gens qui me disent oui, mais t'es pas concerné, ça te regarde pas. Enfin, j'avais peur qu'on me dise des choses comme ça. Franchement, je vais pas vous mentir, j'avais peur qu'on me dise des choses comme ça. Parce que des fois, j'essayais de parler, ne serait-ce même que des relations entre certains pays africains, et c'était tendu. Donc je me disais, si je parle de d'autres populations encore, c'est chaud, quoi. Même si ce sont des populations afro-descendantes, métissées. Voilà, je me disais que c'était risqué, mais je vais essayer d'en parler vite fait, de donner mon avis sur ça. Voilà, voilà, donc je vais essayer de parler de tout ça. Et aussi, on m'a dit aussi qu'il y a un gros problème de comportement avec les personnes noires subsahariennes qui vont en Maghreb, qu'il y a vraiment un gros problème de comportement. J'ai entendu des choses comme quoi il y a des gens qui sont très violents. Enfin, non seulement ils sont dans l'illégalité, mais en plus ils sont très violents. Des fois ils s'attaquent à des petits commerces. Ils rentrent sans... comment dire, ils rentrent de manière brutale chez des gens. Ils sont armés, des fois ils ont des machettes, tout ça, tout ça. Je vais essayer d'en parler de ça vite fait. Voilà, c'est des sujets qui m'ont vraiment choqué. Enfin, ce sont des choses qui m'ont choqué et je vais essayer d'en parler vite fait. Même si je pourrais pas tout refaire et trouver des solutions, mais je vais juste essayer d'en parler. Parce que tout ça, c'est lié en réalité multiculturalisme, immigration, le grand remplacement, tout ça, c'est lié. Voilà. On peut même dire qu'il y a des petits remplacements, je pense, on va dire ça. Et il y a des grands remplacements aussi. Donc je vais essayer de parler un peu de tout ça. Je sais pas si je vais avoir le temps et la mémoire, mais je vais voir. Bon, avant de parler de tout ça, comme ça va être long, juste vite fait pour ceux qui se posent la question. Et c'est vrai, des fois j'aime bien parler un peu de ma vie, prendre des exemples dans ma vie et tout. Je sais, c'est pas terrible, mais j'aime bien parfois. Donc juste vite fait, j'ai raconté l'histoire. Enfin, je voulais juste montrer en montrant ma grand-mère. C'est pas la première fois que j'en montre. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'avais parlé d'elle pour ceux qui sont intéressés. Et en fait, parce que moi, je suis étonnée de voir... Parce que, attendez, juste pour une petite parenthèse, on va dire. Ma grand-mère, en gros, elle est née dans les années, on va dire, 1920, il me semble. Elle a été mariée très jeune, vers 15-16 ans. Elle est devenue maman au début de la vingtaine, je crois. Non, même pas. Même pas 16 ans, ouais. Non, vraiment, elle a commencé très tôt. Juste, je voulais vous montrer la différence qu'il peut y avoir en l'espace de 3 générations. Ma grand-mère, que j'ai eu la chance de voir une fois quand j'avais l'âge de 10 ans, et d'ailleurs, je tiens mon prénom de son nom. Genre, moi, j'aime pas spécialement mon prénom parce que la signification, la cécité, le fait d'être aveugle, tout ça, c'est pas terrible. Je sais qu'il y a 3 significations. Il y a la cécité, le fait d'être aveugle, la fortune, enfin, fortuné et secret, ça j'aime bien, mais j'aime pas cécité, tout ça. Bon, en gros, moi j'aime pas trop mon prénom, mais je suis fière qu'on m'ait donné ce nom par rapport à ma grand-mère maternelle. Et il y a 2 autres personnes de ma famille aussi qui s'appellent Cécile et Cécilia. Et j'ai l'impression qu'on a un lien particulier et que... Enfin, ma mère, elle me dit souvent aussi que je ressemble un peu à ma grand-mère et tout, que ce soit physiquement ou même au niveau de la personnalité. Et des fois, je pense aussi que même dans ma façon de penser, peut-être que je tiens d'elle aussi, parce que elle n'avait pas du tout la même façon de voir les choses que ma mère.
Voilà. Elle était née dans les années 20, elle est devenue maman vers les années 40. Elle a eu ma mère vers les années 60, on va dire. Et en l'espace de 3 générations, regardez-moi, voilà, genre, ça n'a rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Elle vivait, enfin je sais pas, elle a été mariée à un homme à une époque où les femmes elles avaient pas beaucoup de droits, mais elle supportait quand même parce elle se sentait bien comme ça, même si elle avait pas grand chose et tout, elle se sentait bien comme ça. Elle n'a pas eu trop de chance avec les hommes, mais elle a eu de la chance avec ses enfants. Et d'ailleurs, c'est même son premier enfant qu'elle a eu à l'âge de 16 ans, qui a le mieux réussi dans la vie, qui est devenu homme d'affaires, qui est venu en Europe, mais qui n'est pas resté, qui est venu que pour faire des affaires, qui a la ferme familiale de notre famille et tout, qui aidait notre grand-mère et tout, et notre grand-mère, elle partageait avec ses petits-enfants, enfin vous voyez, alors que ma mère, elle voulait à tout prix venir en Europe, faire l'American Dream ou je ne sais quoi, vous voyez. Et moi, 3e génération, moi j'ai plutôt envie d'essayer de repartir et de reconstruire des choses en Afrique en fait. Donc, quand j'ai dit aussi que pour l'instant, j'ai peur d'avoir des enfants à cause de tout ce qui se passe en Europe et tout, des théories du grand remplacement et tout, et je préfère en gros, si Dieu me prête vie, avoir des enfants en Afrique. Donc en gros, dans 2-3 ans, je vais tomber enceinte en Afrique, Inch'Allah. Et en plus, comme il se peut que ça soit des jumeaux, bref, je préfère que ça soit en Afrique et tout, parce qu'on a au moins 3 jumeaux dans notre famille. Bref, en gros, si vous voulez, je ferai des vidéos à part sur notre famille, parce que je trouve qu'il y a des trucs intéressants aussi dans notre famille, mais bref. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de gens, peut-être aussi issus de l'immigration, tout ça, qui ont des situations peut-être similaires à la mienne. Donc j'ai voulu juste donner ça comme exemple et dire que moi, quand je vois ne serait-ce que l'histoire de ma grand-mère, je peux pas nier mes origines en fait, je peux pas rejeter mes origines, c'est pas possible. C'est pour ça que quand je vois Carlos Martins Bilongo, je suis choquée. Parce que je me demande, même si t'es allé qu'une fois en Afrique, moi aussi, je suis allée 2 fois en Afrique, hein. Mais même, ça m'a marqué en fait, je sais pas, ça m'a marqué. Je peux pas rester indifférente. La preuve, j'ai même eu la chance aussi d'aller en Thaïlande et j'ai vu pas mal de points communs avec l'Asie du Sud, on va dire, et certains pays d'Afrique. Il y avait même des plantes tropicales qui y a en Afrique. Bref, en gros, j'ai beaucoup aimé, j'ai senti une connexion et quelque chose en fait, qui fait que non seulement j'ai aimé les voyages, après ces voyages que j'ai fait là, et en plus de ça, je me suis dit, non, il y a des choses à faire dans les pays du Sud, en fait. Faut pas forcément se dire que ça y est, c'est le tiers-monde. Non. Il y a vraiment des choses à faire dans les pays du Sud. Mais bon, ça, j'en reparlerai une autre fois, parce que sinon, ça va être trop long. Pour les gens qui ont peur de repartir dans leur pays d'origine, nanana. Après, chacun est libre de penser comme il veut. Et moi, je me dis, même, c'est mon destin aussi. Il y a plein de choses qui font que j'ai été amenée à penser comme ça, et c'est mon destin. Voilà, parenthèse. Sinon, à part ça, le changement de nom. Donc vite fait, j'ai voulu rechanger de nom vite fait. Toujours Cécilia, vous pouvez m'appeler Cécilia en abrégé, tout ça. Mais j'ai juste rajouté Mamate Banks. Donc Banks, pour ceux qui le savent, je suis très fan de Tyra Banks. Voilà. Une grande femme d'affaires, engagée, top modèle et tout. Afro-américaine, enfin noire-américaine on va dire, mais elle est mélangée. Elle a un quart de sang européen et 5% de sang natif. J'avais vu ça dans une recherche de sa biographie, tout ça. Bon, bref, en gros, elle m'a beaucoup inspirée, donc j'aime beaucoup. Et en gros, c'est un pseudo que j'utilisais à l'époque sur Facebook et j'avais envie de le réutiliser vite fait, mais peut-être que je vais rechanger, je vais voir. J'aime bien utiliser, je sais pas, des fois, Cécilia Assia, j'aime bien parce que Assia, c'est en gros un peu le pseudo, enfin, le nom musulman, on va dire, qui m'a le plus marqué. Donc j'aime bien le nom Assia. Mamate Banks, c'est par rapport à Tyra Banks. Et Mamate, c'est pour ceux qui connaissent le film First Sunday. Il y a une mamie dedans qui s'appelle Mamate. Et, en gros, j'aimais bien son personnage, un peu sage et tout, avec un côté un peu décalé aussi. Et donc j'aime bien ce nom Mamate, tout ça. Donc, et pareil aussi pour ma chaîne de coiffure, Cécilia Pinaqua, je l'expliquerai sur ma chaîne de coiffure. C'est lié à un épisode de Cousin Skater, mais bon. Parenthèse, voilà, en gros je m'intéresse un peu à tout, donc ne soyez pas surpris si des fois je change de nom par-ci par-là. Bref, je reviens aux choses importantes et aux choses intéressantes. Donc je vais essayer de parler vite fait encore d'immigration, de grands remplacements
Et du coup, de ne pas tomber dans les clichés de on veut pas de nous dans tel pays parce qu'on est noir, nanana, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur la couleur de peau. Et moi, je vous ai dit que pas forcément, c'est plus une question de réglementation, de règles, de légalité, de papier, de... Voilà quoi. Je pense que j'apprends rien à personne. Il y a pas mal de documentaires qui ont circulé et tout sur internet et tout, qui nous... Enfin, pour ceux qui sont un peu curieux, sur l'Afrique du Sud, dans lesquels on voit que non seulement ils ont eu des séquelles de l'apartheid et tout, beaucoup de gens considèrent que Mandela était un traître en Afrique du Sud, et je viens de voir aussi qu'en Amérique aussi, je ne savais pas, il y a des gens aussi qui préfèrent Malcolm X, et qui estiment que Martin Luther King, il était un peu trop soft, un peu trop intégrationniste, nanana. Et ben, je vois aussi qu'en Afrique du Sud, c'est pareil avec Mandela, on va dire. Et pareil aussi, enfin, en Afrique du Sud aussi, ils n'aiment pas trop l'immigration, on va dire. Il me semble qu'il y a des immigrés nigérians et il y a des immigrés aussi de l'Afrique du centre aussi. Et j'avais vu, il y a des Congolais, il y a des Centrafricains, je crois. Peut-être même Zimbabwe et tout ça. Zimbabwe. En gros, tous les pays un peu qui sont pas trop loin, on va dire. Et en plus, nous, au Congo, moi, Congo, Angola, on est vraiment au centre, en gros. Donc, bon. Après, nous, en général, j'ai l'impression que la plupart des Congolais vont souvent au Congo-Brazza, Angola, tout ça. Pareil, ça aussi, je vais en reparler. En Amérique aussi, il y a des Noirs américains qui sont solidaires avec d'autres Noirs. Mais il y en a aussi qui en ont marre aussi de l'immigration, on va dire, nigérienne, ghanéenne et aussi haïtienne. Et pourtant, l'immigration haïtienne, elle est très ancienne aux États-Unis. Mais pareil, j'essaierai d'en reparler dans une autre vidéo, parce que c'est complexe. Donc en fait, on voit aussi que même entre Noirs, il y a des problèmes comme ça, je savais pas, mais même en Amérique du Sud aussi, il y a pas mal il y a des Brésiliens aussi qui essaient d'aller en Guyane, tout ça, en Guyane française, tout ça. Bref. Mais je vais essayer de raccourcir, parce que sinon, si je m'attarde sur chaque truc, laisse tomber, on finit pas. Donc, je vais essayer de parler de tout ça. Et donc, juste vite fait aussi, par rapport au livre de Renaud Camus sur le grand remplacement, je le connais depuis un moment, genre j'en avais entendu parler, mais j'avoue que j'avais un peu peur de le lire. Je pensais que c'était un peu extrême, voilà, nanana. Mais je vais faire l'effort de le lire parce que je me dis, même s'il en parle d'un point de vue européen, européaniste et tout ça, j'ai envie d'essayer de voir ça d'une manière globale en fait, parce que comme on est en train de voir que c'est global et que c'est en train de toucher plusieurs pays au monde, j'ai envie de le lire pour voir un peu s'il y a des points communs avec ce qui se passe dans d'autres pays, on va dire. Et donc, je viens de voir qu'à Toulouse, il est disponible à la bibliothèque de l'étude et du patrimoine, un truc comme ça, au centre-ville. Donc, je vais essayer d'aller me le procurer parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire vite fait. Et si je le rate, c'est pas grave, je prendrai, je le lirai en PDF sur internet, tout ça. Donc voilà. C'est vrai, ça m'a donné envie finalement de le lire, pour en savoir un peu plus. Et même si je pense quand même que les premiers cas de grand remplacement, pour moi, c'est les États-Unis et l'Afrique du Sud, avec les Européens, Américains, tout ça, qui sont partis, enfin les Européens, pardon, des différentes populations européennes qui sont parties vivre aux États-Unis. Voilà, je reviens là où j'en étais. Donc, je voulais commencer le thème du grand remplacement, l'immigration, du multiculturalisme, du fait que je pense que vous l'avez tous constaté plus ou moins, que en réalité tout ça c'est international. On a vraiment l'impression de plus en plus que on va pas dire tous les pays, mais sur tous les continents, tu as des pays comme ça qui sont de plus en plus multiculturels, de plus en plus multi-ethniques et tout. Des fois on a l'impression aussi que c'est forcé en fait. On demande pas vraiment l'avis aux personnes autochtones, on va dire. Et ça leur est imposé. Et moi, du coup, avant même de rentrer dans les exemples, surtout par rapport au peuple noir et tout, parce que là, je vais parler par rapport au peuple noir, on va dire, pour arrêter de toujours parler... Ou non, je reviendrai aussi par rapport aux relations entre subsahariens, Maghreb et Europe et Afrique. Je reviendrai dessus peut-être après avoir lu le livre, ou je sais pas, je vais voir. Mais là, aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de parler
des trucs un peu, on va dire, entre noirs, entre populations noires. Même si je connais pas super bien, mais juste je vais essayer d'analyser un peu le peu de choses que j'ai compris et qui m'a vraiment choqué. Et il faut que faut que j'en parle. J'ai hésité à en parler, mais là je me dis, bon, vaut mieux en parler maintenant comme ça, voilà quoi. Mais avant même de parler de tout ça, moi j'ai remarqué, et je pense que d'autres personnes aussi, bon, il y en a qui sont dans le déni par rapport à ça, mais la plupart des gens qui sont quand même de bonne foi, si on regarde bien, moi j'étais pas forcément bonne en histoire géo. Voilà, j'étais juste curieuse. J'ai pas mal d'encyclopédies, de livres que j'ai gardés de mon père, tout ça, tout ça. Et même après, moi-même, avec quelques amis au lycée, on commençait de plus en plus à aller à la bibliothèque, à la médiathèque et tout. Et on empruntait parfois des livres sur des pays, tout ça. Et après, petit à petit, ça te donne envie de regarder des films, des documentaires sur des pays, tout ça, apprendre leur histoire, nanana. Et donc après, bon, bref. De toute façon, j'avais dit que j'allais refaire une vidéo sur comment je suis devenue consciente, panafricanisme, tout ça, j'en reparlerai. Mais là, juste pour abréger, en gros, moi, j'ai très vite remarqué aussi que il y a eu quand même des cas de grands remplacements très flagrants depuis un bon moment, mais le truc, c'est qu'on n'en a jamais vraiment parlé comme étant des grands remplacements. Alors qu'en réalité, c'était des grands remplacements. Et parfois, ça peut paraître tout bête, mais j'ai l'impression que, entre guillemets, les êtres humains ne sont préoccupés. En fait, c'est que quand il nous arrive des choses qu'on se préoccupe. Mais quand c'est d'autres personnes qui les vivent, on s'en préoccupe pas forcément. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, juste, il y en a qui vont peut-être trouver ça un peu cliché, mais je voulais juste rappeler que si on regarde bien au niveau de l'histoire, en réalité, les premiers... il y a toujours eu des migrations, nanana, mais c'est vrai que avant même de commencer, on peut dire que quand même les premiers grands remplacements que j'ai vus, moi, dans les cours d'histoire, tout ça, si on regarde bien, c'était aux États-Unis. Voilà, ça a commencé par le remplacement des populations amérindiennes par des populations européennes, voilà. Et c'était pas juste un type ou un pays, c'était vraiment plusieurs pays. Et il me semble qu'il y a une liste de pays principaux, il me semble. Allez, on va dire... déjà, ça a commencé par l'Espagne et le Portugal. Et bon, là, j'avoue, j'ai juste des petites... Bref, voilà. J'avais lu un peu tout ça, ça a commencé par l'Espagne et le Portugal. Après, il y a d'autres pays, Angleterre, France, Italie aussi, je crois. En gros, l'Europe vraiment occidentale, on va dire. Angleterre. Ça, c'est vraiment les pays principaux qui ont décidé d'aller conquérir, entre guillemets, l'Amérique, on va dire. Et après, tu as d'autres pays aussi britanniques qui sont rajoutés, genre Angleterre, Écosse, Irlande. Voilà. Je crois que c'est là. Ouais, je crois que c'est là parce que Norvège, Suède et tout, non. Mais vraiment, par contre, les pays britanniques, tout ça, oui. Donc, voilà. Et donc, ce sont tous ces mélanges d'Européens qui sont partis conquérir les États-Unis et qu'on appelle aujourd'hui maintenant les Blancs américains. À la base, ce sont des mélanges d'Européens, voilà. Et donc, on se rend pas compte, mais il y a même pas mal de grands acteurs et tout, blancs américains qui sont très mélangés et voilà, tu vois, il y en a, moi par exemple, juste parenthèse, voilà. Truc débile, par exemple, moi j'aimais bien Charmed, et je savais pas qu'Alyssa Milano, par exemple, elle était italienne. Moi je pensais qu'elle était mexicaine, je sais pas, moi par exemple, comment ça s'appelle déjà, Prue, tout ça, les autres sœurs et tout. J'ai vu aussi qu'elles ont des origines irlandaises, ouais, irlandaises. Elles sont pas vraiment genre juste blanches américaines, en fait. La plupart de ces blancs américains, ils ont des origines européennes. Bon, bref, juste pour raccourcir, en gros, on peut dire que ça a été, même s'il y a toujours eu des mélanges, des migrations, puisque même les Amérindiens eux-mêmes, apparemment, ils viendraient d'Asie, d'Océanie, et ils seraient partis jusqu'en Amérique et tout. Bon, bref, je vais pas refaire toute l'histoire, mais là, par contre, vraiment, vous avez vraiment des populations qui ont été envahies, qui ont été dépouillés de leurs terres, de force et tout, et qui après ont même fini par se mélanger avec les Européens. Et il me semble qu'après ça a donné les mestizos,
une population métisse qu'on appelle aujourd'hui les latinos, et qui sont répandus un peu partout dans tout ce qui est Mexique, Panama, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et après, il y a aussi... D'ailleurs, il n'y a pas que l'Afrique du Sud aussi, parce que j'ai dit Afrique du Sud, mais il y a l'Australie aussi. On a tendance à oublier aussi que en Australie, à la base, il y avait des aborigènes et tout, et qu'après, pareil, il y a des populations européennes, surtout de l'Angleterre, il me semble, qui sont partis s'installer de force là-bas. Et après, il y a même eu quelques mélanges, et je sais, encore une autre parenthèse, par exemple, je sais pas pour ceux qui savent, mais je sais pas s'il y en a qui savent, mais Iggy Azalea, c'est une Australienne. Il y a Kylie Minogue aussi, et Iggy Azalea, elle a clairement dit qu'elle a un peu aussi de sang aborigène, apparemment. Voilà, voilà, elle n'est pas juste blanche australienne. Et pareil, Amérique du Sud, moi je savais pas, mais Cameron Diaz, comment il s'appelle déjà à chaque fois, j'oublie. Bref, Elon Musk, il y a une autre mannequin aussi comme ça qui est très connue, son nom il me reviendra, qui a fait la pub dure, tout ça, mais ce sont des Sud-Américains, et ils sont blancs, tu vois, mais eux aussi, ils ont peut-être un tout petit peu de sang, bon voilà, on va dire, de noirs d'Afrique du Sud. Bon, c'est pas ça la question, c'est pas une question de métissage ou quoi, mais en gros, ils sont des descendants d'Afrikaners blancs qui ont décidé de s'installer en Afrique du Sud sans forcément demander l'avis non plus des autochtones sud-africains. C'est tragique ce qui s'est passé, mais ça s'est passé quand même. Et aujourd'hui, tu sais, limite on en parle, enfin, on en est toujours conscient, mais il y a des gens, ça les choque pas plus que ça, alors que techniquement, ce sont des cas de grand remplacement aussi, en fait. Et là, maintenant que ça commence à arriver partout, en Europe, en Asie, ou un peu aux États-Unis, il y en a ils vont dire aussi, il y en a ils vont dire au Maghreb, tout ça. Là, maintenant, les gens, ils sont choqués, alors que c'est quelque chose qui a commencé depuis pas mal d'années. Et moi, comme je suis complotiste et tout, oui, je pense qu'il y a des sectes et des élites qui sont derrière tout ça et qui avaient un plan vraiment de faire ça un peu partout de manière globale. Parce que la preuve, c'est qu'on pourrait penser que c'est que les pays, allez, on va dire, développés, riches et tout, qui sont dans ces situations, mais pas forcément. Sorry, je vais mettre la lumière vite fait. Qui sont dans cette situation, mais pas forcément, puisqu'il y a aussi des pays pauvres, on va dire. Puisqu'il y a même des pays, on va dire, d'Afrique subsaharienne et tout, qui sont, enfin, on va pas dire forcément envahis, mais qui ont vu arriver des populations d'Asie, allez, on va dire des hommes d'affaires chinois, indiens, qui viennent comme ça dans des pays d'Afrique et qui disent oui, on vous propose de construire ça, 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 mais en échange, tant de personnes doivent travailler pour nous, en étant sous-payés par exemple. Et ils vont pas forcément clairement le dire, mais après ils vont exploiter des personnes autochtones de certains pays d'Afrique. Ça c'est une réalité. Et il y a même apparemment aussi des hommes asiatiques et tout qui se mélangent parfois à des femmes africaines aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça un peu partout. Et c'est juste que bon, il y a des populations en gros peut-être qui sont très pauvres et qui ferment les yeux sur ça. Tu vois, alors que c'est pas normal. Et c'est là que tu vois que vraiment c'est un petit truc qui est en train de se passer un peu partout. Et il y a des personnes aussi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a des personnes issues des pays très pauvres aussi, qui veulent à tout prix fuir en fait. Au lieu de se battre dans leur pays, elles veulent à tout prix fuir. Et c'est triste, mais c'est une réalité. Et moi, juste avant de parler des Comores, Mayotte et tout, ce qui me choque, c'est que, en fait, c'est même plus une question de aller chercher une meilleure vie ou quoi. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, c'est une question aussi de dignité. De dignité, parce que quand tu vas quelque part comme ça, mais tu es à la merci des personnes qui sont dans le pays dans lequel tu arrives, en gros. C'est la roulette russe et tout. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Je pense qu'on arrive à un stade où il y a des gens aussi qui ont baissé les bras, qui veulent plus se battre. Comment ça se fait que il y a même pas 50 ans passés, la plupart des gens étaient nationalistes, ils voulaient à tout prix rester sur leur terre. Et là, maintenant, je sais pas si c'est les médias, la télé ou quoi, mais tout le monde veut à tout prix faire l'American Dream et aller vers les pays, on va dire, du Nord, pour essayer d'avoir une meilleure vie et tout. Alors que non, c'est pas parce que tu vas directement dans un autre pays
soi-disant un peu plus riche, que tu vas devenir riche et tout. Non, c'est pas comme ça. Et donc moi, en fait, ce qui m'attriste aussi, juste avant de passer à autre chose, c'est que à une certaine époque, les gens, parfois, ils étaient déportés de force. Ils étaient mis en esclavage de force. Il y a plusieurs. C'est pas que les peuples noirs, foncés et tout. Il y a plusieurs différentes populations qui ont été mis en esclavage. Et pendant longtemps, c'était des personnes qui étaient emmenées de force, on va dire. Et là, moi, ce que je comprends, enfin, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est des personnes elles-mêmes qui se livrent. J'ai l'impression que maintenant, il y a des personnes, elles se livrent elles-mêmes vers des pays inconnus et tout, pour avoir une meilleure vie. En fait, c'est comme une sorte d'esclavage moderne, sauf que là, les gens, ils y vont eux-mêmes, quitte à mourir et tout, quitte à être exploités, sous-payés, malmenés. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça. C'est une question philosophique là. Moi je trouve que c'est pas normal. Bref. Là maintenant je vais passer à ce qui se passe entre Mayotte, Comores, tout ça. Donc voilà. Il me semble qu'à la base, voilà, les îles des Comores, il y a 4 îles, il me semble. Je les connais pas par cœur malheureusement. Je connais que en jouant, tout ça. Et il me semble qu'apparemment, ouais, en jouant. Mais il me semble que Mayotte aussi, ça faisait partie, apparemment. C'était comme un... Enfin, en gros, les Comores, c'était comme une sorte d'archipel. Et il me semble que les Mayotte faisaient partie des Comores. Mais, en gros, voilà, toutes ces îles, il me semble qu'elles ont été occupées pendant un moment par la France, par des élites françaises. Un peu comme Madagascar et la Réunion aussi, il me semble. Et il y a des îles qui ont décidé de rester dépendantes de la France, et il y a des îles qui ont décidé de se séparer de la France. Et c'est pour ça que Madagascar, Madagascar par exemple c'est indépendant, les Comores aussi c'est indépendant, mais la Réunion et Mayotte ça dépend encore de la France. Pareil aussi dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, vous avez la Guyane aussi qui dépend encore de la France, et vous avez, enfin qui est liée à la France on va dire, et vous avez aussi d'autres îles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, il me semble, Saint-Pierre et Miquelon. Voilà, Sainte-Lucie aussi, je crois. Et vous avez d'autres îles aussi juste à côté qui sont indépendantes. Mais le prix, il est cher payé parce que on peut constater que les pays qui ont décidé d'être indépendants, malheureusement, ils ne s'en sortent pas toujours, en fait. Enfin, genre, comment on peut dire. Malgré leur indépendance, ils n'ont pas forcément toujours réussi forcément se débrouiller de façon à être vraiment en développement, prospère et tout. Malheureusement, il y en a. Enfin, moi, je sais. Enfin, là, franchement, je suis pas bonne en géopolitique, tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que la plupart des îles, surtout, qui ont décidé d'être indépendantes, malheureusement, elles n'ont pas forcément réussi à se relever, on va dire, après leur colonisation, on va dire. Et la plupart, elles se sont même appauvries, en fait. Mais je saurais pas vraiment dire pourquoi, parce que je suis pas assez bonne en histoire et tout. Donc je sais pas vraiment pourquoi. Ce qui fait que, même si elles sont fières d'être indépendantes et tout, quand elles voient qu'à côté, il y a des îles qui sont encore dépendantes de... Enfin, qui sont encore liées à la France et qui se débrouillent un peu mieux, mais parfois elles sont attirées par cette richesse, entre guillemets, on va dire, cette richesse ou ce développement, et elles essayent d'aller s'installer là-bas. Et je pense que ça existe depuis un moment, je pense, mais au début c'était presque invisible, puisque souvent ce sont des peuples frères en fait. Voilà, ce sont des personnes qui ont des origines communes. Voilà, moi je saurais pas faire la différence entre une personne comorienne et mahoraise. Même mes amis mahorais et comoriennes, ben, j'arrivais pas forcément à les différencier, même si j'avais remarqué que il y avait un mélange un peu, des fois asiatique, arabe, tout ça. Ouais, voilà, des fois t'as l'impression que ce sont un peu des blasianes mélangés un peu arabes, comme ça, parce que c'est un mélange de population afro, et aussi d'un peu d'Asie du Sud aussi, et aussi un peu du Moyen-Orient. Voilà, il y a tous ces peuples-là qui sont rencontrés, Non. Malheureusement, l'histoire, elle n'a pas été aussi simple. Mais je peux pas tout réexpliquer. Donc en gros, ils sont un mélange de tout ça, et après ils doivent faire avec. Et
se considérant comme des peuples frères, au début peut-être ça dérange pas, mais là malheureusement depuis quelques années c'est devenu de plus en plus fréquent, on va dire, il y a de plus en plus de gens des Comores qui vont à Mayotte il me semble, et ça crée des problèmes de conflits sociaux et tout. Mais en fait voilà c'est ça, déjà quand dans une île déjà il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de ressources et tout, ben après, et aussi voilà quand il y a beaucoup de naissances c'est compliqué aussi de vraiment faire en sorte que tout le monde puisse s'en sortir, si on peut dire ça entre guillemets. Et aussi ce qui m'a choqué c'est que il y a même des personnes africaines aussi, des personnes de Mozambique et tout qui vont à Mayotte, et ça je trouve que c'est vrai que c'est grave quand même, parce que voilà quoi, je suis désolée mais les personnes qui sont en Afrique, enfin même les Comores quelque part c'est lié à l'Afrique, mais voilà quoi, surtout les personnes qui sont sur le continent, elles devraient pas aller sur les îles. Ça j'avoue c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et on revient encore avec ce même truc comme quoi c'est vrai que si l'Afrique se débrouillerait un peu mieux, elle pourrait aider ces îles qui sont juste à côté et qui ont besoin d'aide. Mais malheureusement, il y a tellement de problèmes en Afrique que... Voilà. Donc, et moi par contre, bon, juste pour abréger parce que j'ai pas trop le temps malheureusement, j'ai vu des interviews de Estelle Youssoufa, parce que vraiment on la voit de plus en plus. On dit que voilà, elle est un peu comme Marine Le Pen, mais version mahoraise on va dire. Et même si elle sait que les Comoriens, quelque part, sont leur peuple frère et tout, elle fait vraiment la différence et elle dit qu'elle en a... Enfin, en gros, elle veut la paix. Elle veut que tout le monde soit en paix et tout, mais elle veut qu'ils arrêtent l'immigration venue d'Afrique, des Comores, tout ça. Et elle dit... Moi, par contre, enfin, moi, il n'y a pas de mal... Enfin, je vois pas de mal à ce qu'elle se batte pour son île. Je peux comprendre tous les problèmes, toutes les conséquences et tout qu'il y a. Mais j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup touchée dans le documentaire et tout, des problèmes de violence, des personnes qui insultent et qui parlent mal à des personnes comoriennes alors que ce sont des peuples frères. Et elle aussi, ce qui m'a choquée, c'est qu'elle a dit si au bout d'un moment la France, en gros les élites françaises nous aident pas à trouver une solution à ce problème, ben moi je ne serais pas contre le fait que des personnes veuillent se faire justice elles-mêmes. Et ça m'a choquée parce que tu peux vouloir aider ton peuple, mais de là à dire que à soutenir et à soutenir la violence, là par contre ça m'a choqué. Genre en gros elle soutiendra les gens qui vont vouloir en venir aux mains en gros. Et ça m'a... Voilà. Donc je termine. Je termine ce que j'étais en train de dire. Mais c'est vrai que c'est un sujet très long et très complexe, comme vous pouvez le voir. Même moi je peux juste donner mon avis et faire une petite analyse rapide, mais je peux pas... Enfin, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Et voilà, il y a il y a vraiment pas mal de choses en fait, c'est très complexe. Donc, enfin non, on va dire à la base ce sont des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, hein, mais ça se transforme en gros problème en fait, on va dire. Voilà. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai un truc aussi que j'ai constaté, je comprends pas pourquoi pendant des années, les gens restaient chez eux, même quitte à souffrir et tout. Et là, en l'espace de 30-40 ans, bah, tu vois plein de gens en fait qui fuient leur pays en fait. Même des pays qui sont plutôt, on va dire, moyens, qui se débrouillent bien, ils les quittent pour chercher mieux. Donc je sais pas si c'est la télé, les réseaux sociaux, tout ça. On va dire l'American Dream. En fait, c'est comme si tout le monde voulait chercher son American Dream, quelque part. Sachant que même l'American Dream, c'est fini presque. Hein. Ça fait quoi, une vingtaine d'années que c'est fini tout ça. Ça, c'était juste après la période des 30 glorieuses. On va pas se mentir, parfois j'ai l'impression qu'il y a comme une génération de personnes qui ont eu de la chance, quoi. Et qui ont pu goûter un certain succès, que ce soit au niveau de la célébrité, du cinéma, de la musique et tout. Il y a des personnes voilà, qui ont pu avoir des opportunités qu'il n'y a plus maintenant en fait. Même s'il y a toujours des opportunités, mais c'est pas vraiment la même chose, vous voyez. Genre c'est plus vraiment vrai l'American Dream et tout. Ou sinon, je sais pas, c'est bizarre. Bon bref, peut-être je reparlerai un peu de tout ça dans une autre vidéo. J'ai pas envie de trop me disperser, mais c'est vraiment malheureux en fait ce qui est en train de se passer. Et
Dans la vie, de manière générale, c'est vraiment chacun pour soi, mais vraiment, vraiment chacun pour soi. Moi, j'ai très rapidement compris que, surtout quand tu entres dans le monde du travail, tout ça, après, même à l'école, hein, même à partir du collège et du lycée, vraiment, tu sens déjà que c'est chacun pour soi, en fait. N'importe quelle personne qui est amie avec toi, du jour au lendemain, elle peut se retourner contre toi par intérêt et tout, tout. En fait, ça dépend du niveau de corruptibilité de la personne, si on peut dire ça comme ça. Il y a des gens qui sont plus facilement corruptibles que d'autres, en fait. Et qui sont plus facilement traîtres que d'autres, on va dire ça comme ça. Et on vit aussi dans un monde où c'est chacun pour soi. Et c'est même pas que entre individus, ou... non, 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 c'est même entre groupes de personnes, entre communautés. Et donc il y a des communautés qui sont comme ça aussi. Si elles estiment qu'elles auront plus d'avantages à faire ça, 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 elles sont parfois capables de trahir ou d'écraser d'autres communautés. Et c'est encore plus choquant et encore plus touchant aussi, je trouve, quand ce sont des peuples de frères, enfin des peuples qui sont pareils à la base. Qu'ils ont les mêmes coutumes, les mêmes origines, les mêmes traditions, les mêmes prénoms, les mêmes noms parfois. Genre, il y en a, ils ont parfois les mêmes ancêtres, c'est juste qu'il y a des ancêtres qui se sont déplacés, tout ça, tout ça. Et 100 ans plus tard, ils se font la guerre pour des histoires de frontières, de trucs, nanana. Parce qu'il y a eu plein de changements en l'espace de quelques années, on va dire. Et comme je vous ai dit, bon, pour terminer avec ce qui se passe entre Mayotte et Comores, moi, comme je connais pas vraiment bien, je peux vous mettre des liens en bas sur des cas similaires, en fait, parce qu'il n'y a pas que Mayotte, Comores. C'est juste qu'il y en a qui sont plus flagrants que d'autres, mais en réalité, il y a ça un peu partout. Hein. Vraiment, il y a ça un peu partout. Mais c'est vrai que eux, vraiment, leur situation m'a touchée. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. J'ai essayé de regarder quelques débats et tout, et c'est vrai que c'est très touchant. Et j'espère d'ailleurs même qu'ils pourront trouver une solution par rapport à ça. Hein, parce que c'est vraiment... c'est chaud. Moi, j'espère vraiment que ça va pas terminer dans la violence et tout. Parce que, voilà, moi, comme je vous ai dit, ce qui m'a choqué, c'est pas le fait que les gens se battent pour qu'il y ait la paix sur leur île, leur pays, tout ce que vous voulez. Non, moi, c'est pas ça. C'est quand on en arrive à dire qu'on pourra soutenir la violence s'il n'y a pas de solution concrète et tout. Waouh. Ça m'a choqué quand même. Mais bon. Ce sont les êtres humains, c'est comme ça. Hein. Toute culture, tout truc. Ça, c'est vraiment international. Donc, je pense que je vais m'arrêter là par rapport à ça. Ah oui, d'ailleurs, ouais, voilà, je voulais rajouter aussi, d'ailleurs, il y a même des Mahorais aussi qui ne sont pas d'accord avec ce côté un peu extrême. J'ai vu une autre dame comme ça, je ne me rappelle plus de son nom, qui n'était pas d'accord, enfin, qui n'était pas d'accord avec le côté violent, on va dire, qui voulait qu'on trouve des solutions prospères et simples, mais pas forcément des solutions dans la violence et tout et tout. Donc vraiment, ça dépend des gens, ça dépend des situations, du contexte, tout ça. Mais juste pour vous citer des exemples, voilà, juste vite fait. Allez, on va dire, dans les peuples noirs, les cas que je connais le plus, ben, en étant moi-même congolaise, angolaise, ben c'est... allez, on va dire, il y a des Gabonais... En fait, souvent, c'est des mêmes royaumes. Hein. Voilà, royaume Congo. Vous avez... Bon, les Gabonais, je connais pas trop, mais il y a des Angolais et des Congo-Brazza qui se sentent supérieurs à des Congo-Kinshasa. Voilà. Mais en même temps, quand même, ils vont écouter du Koffi Olomide, tout ça, tout ça. Vous voyez? Non, mais vous imaginez le paradoxe? Donc, en fait, des peuples soi-disant frères, tout ça, parce que moi, je pense que ce sont des peuples frères, mais il y en a qui sont supérieurs à d'autres, mais en même temps, quand même, qui vont aimer certaines de leurs choses, en gros. Bon, bref. Et surtout ça, chez les peuples afro, il y a beaucoup ça aussi. Et moi, ben voilà, juste pour donner un petit exemple, voilà, j'avais une belle-sœur Congo-Brazza, parce que maintenant on n'est même plus belle-sœur, hein. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui me fait, j'ai de la peine pour mon neveu, mais en gros, ça faisait un moment que j'avais compris, j'avais pas la certitude, mais j'avais compris que sa mère, elle se sentait supérieure à notre frère, entre guillemets, parce qu'elle était, en plus, elle était mélangée, voilà, sa maman, apparemment, elle était mélangée française Congo-Brazza, parce qu'elles avaient... En gros, elles avaient un grand-père français qui était parti vivre au Congo-Brazza.
Et donc, ce côté encore complexe de supériorité, il était encore plus marqué, en fait. Et donc, des fois, elle pouvait tenir des propos du genre oh, heureusement qu'on a été séparés, hein. Je sais pas, on regarde un documentaire sur Congo, Brazza, Congo, RDC, heureusement qu'on a été séparés, hein. Parce que sinon, nous, on n'aurait pas pu se développer, hein. Et des fois, je restais comme ça, je me disais, ok. En gros, nous, on est tellement sauvages qu'on n'aurait pas, que eux, ils n'auraient pas pu se développer. Enfin, je sais pas, des fois, elle faisait des sous-entendus bizarres comme ça, bon, bref. Ou ah non, on fait mieux les beignets, hein. Ah non, on fait mieux le kondo. Ah non, on fait mieux. Et... waouh. C'est bizarre ça quand même. Bon, bref. Et je sais que ça, il y en a un peu partout. Il y a. Bon, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble que. Je crois qu'il y a ça un peu partout. Dans les quatre coins de l'Afrique, je sais que voilà. Aller peut-être entre Ivoiriens, Burkinabés, il doit y avoir un peu de rivalité. Entre Sénégalais et Maliens, peut-être un peu aussi. Après, Sénégalais, Guinéens, eux, je vois, ça va, parce que je connais des Sénégalaises guinéennes et ça va. Mais avec les Maliens, des fois, je sais pas, un jour, par exemple, voilà, il y a une collègue de travail, je lui ai dit, t'es Malien? Après, elle dit, non, je suis Sénégalaise. Mais moi, j'arrivais pas à faire la différence et j'avais l'impression que limite, elle était surprise. En mode, non, je suis Sénégalaise. Mais bon, bref, en gros, et ça, c'est vrai que chez les populations noires, c'est très prononcé, je sais pas pourquoi. Vous avez aussi, voilà, Guadeloupe, Martinique, Haïtiens, Dominicains aussi, je crois. Et Brésil et Guyanais aussi, les Brésiliens et les Guyanais aussi, je pense. Les Argentins et les Brésiliens aussi, j'avais vu. Pendant la Coupe du Monde, tout ça. Bon, bref, aussi, vous avez, même dans d'autres... Attendez, il y a Maroc, Algérie aussi, me semble. En gros, il y a des pays qui sont des peuples frères, on va dire, mais il y a des tensions entre ces peuples. Voilà. Alors qu'à la base, s'il faut, ils ont des ancêtres communs, tu vois, c'est un peu du gros n'importe quoi. En Asie, je pense qu'il y a Corée du Nord, Corée du Sud. Après, Asie du Sud, je connais pas trop. Mais j'avoue, je connais pas trop. Ah si, Pakistan, Inde. Tu vois. Alors que nous, parfois, on saurait même pas faire la différence, hein. Parce qu'il y a des Indiens aussi qui sont clairs de peau comme des Pakistanais. Bon, bref. Je pense aux États-Unis aussi, entre les gens des États-Unis et les Canadiens, il doit y avoir des trucs comme ça. Entre, allez, je sais pas moi, peut-être les Corses et les Italiens, il peut y avoir ça aussi. Entre les Portugais et les Espagnols, il y a probablement ça aussi. Pardon. Entre les Français et les Suisses aussi, il y a ça. Voilà, il y a des Suisses qui veulent pas qu'il y ait des Français qui aillent chez eux. Angleterre, Royaume-Uni et Irlande aussi, je pense qu'en un moment il y avait des problèmes comme ça. Bref, vous avez ce genre de conflit un peu partout. Alors que parfois ce sont des peuples frères en fait. Moi je ne saurais pas faire la différence entre un Belge et un Français, mis à part l'accent, je ne saurais pas faire la différence pareil aussi entre un Luxembourgeois et un Français. Je sais pas, enfin... Il y a des peuples vraiment qui sont vraiment un peuple frère à la base, donc je comprends pas. Bon, bref. Je crois même, voilà, entre Croatie et Serbie aussi, il me semble. Croate et Albanais, je crois, il y a ça aussi. Ouais, vous avez des trucs comme ça un peu partout. Bon, bref, c'est du gros n'importe quoi et c'est triste. Moi, je trouve que c'est triste, mais vous avez ça un peu partout. Donc là, je voulais juste donner des exemples, hein, pour pas juste pointer juste une population. Non, moi j'ai remarqué qu'il y a ça un peu partout. Et je pourrais même vous donner encore d'autres exemples, mais je pense que je vais m'arrêter là. Vaut mieux que je m'arrête là, je crois. Surtout chez les populations afro, je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là, parce qu'il y a des trucs, des fois, qu'on entend, tu dis, mais... Quoique, tu sais quoi, j'ai même remarqué, voilà, que, allez, je crois que c'est même encore plus prononcé entre Congo-Brazza, Congo-RDC, que Angola et Congo-RDC. C'est un truc de fou. C'est abusé. C'est malheureux. Bref, bon, bref. Je vais m'arrêter là, mais parce que, je connais des gens de Congo-Brazza qui sont pas comme ça. Mais juste pour vous dire que, voilà, même entre Congo, même entre mélanges, hein, voilà, nous, on a eu des gens d'un peu partout dans notre famille et on a vu des trucs comme ça. On a vu des choses comme ça. Donc, et d'ailleurs, même, voilà, j'ai des petits neveux et nièces aussi qui sont maoris, moitié congolais.
Et leur père, il était un peu métissé comme ça. Très beau, très charmant et tout. Et malheureusement, il a laissé une de nos grandes cousines congolaises. Et il avait une deuxième femme à Mayotte, tout ça. Voilà. Mais nous, il n'y a pas eu plus de problèmes que ça. Hein. Franchement, on est resté en bon terme. Même si ce qui s'était passé, c'était choquant, on est resté en bon terme. Pareil, j'avais une autre grande cousine aussi qui s'était mise avec, enfin, qui a eu un enfant avec un homme tunisien, il est pas resté avec elle, mais c'est pas pour autant qu'on a dit, ah, les Tunisiens, nanana. Enfin, je sais pas, nous, en tout cas, moi, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression quand même, les Congos RDC, on n'est pas trop comme ça, genre, on n'est pas vraiment trop communautariste, on va dire. Genre, nous, on a des problèmes entre Congolais, on va dire, mais c'est très rare qu'on prenne les autres qu'on parle mal des autres. En général, on est plutôt solidaire avec les autres. Par contre, on se fait beaucoup de mal entre nous, j'ai remarqué. Bon, bref, juste un petit détail. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais jamais terminer. Juste pour ajouter, j'ai vu un autre... Enfin, de toute façon, là, en ce moment, il va y avoir plein de vidéos sur ça. Et donc, d'ailleurs, je vais vous mettre des chaînes en bas qui ont parlé de ça. J'ai vu, il y a Investisseur Africain, je crois, qui a parlé de ça, qui est pas mal, un truc comme ça. J'ai même vu récemment, il y a Brian OKLM aussi, qui a fait un petit live sur TikTok sur ça aussi. MDR, il a interrogé toutes sortes de personnes noires, maghrébines. Il a interrogé toutes sortes de personnes et c'est vraiment intéressant, je vous le mettrai en bas. Et donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions à tout ça, même si nous on peut pas faire grand chose, hein, nous on peut juste constater. Ou sinon tu as des gens aussi qui disent, ben voilà, ce qui se passe là-bas, bientôt ça va arriver en France, guerre civile, conflit entre différentes communautés et tout. Malheureusement, je pense que c'est possible. Voilà. Moi, je veux pas que ça arrive, mais c'est possible. C'est vrai que c'est pas impossible. Et juste, je vais m'arrêter là parce que sinon, voilà quoi. J'ai vu récemment le film Athéna. Au début, je voulais pas le regarder. J'aime pas trop les films d'action et tout. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer par curiosité. Et c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Ce film, il m'a beaucoup touchée. Et je vais peut-être essayer d'en reparler dans une autre vidéo. Parce que voilà, il y a vraiment un conflit. Pendant tout le film, il y a la guerre. Entre guillemets, un peu de spoil. Hein, pendant tout le film, il y a des conflits. Et il y a vraiment une ambiance de guerre civile, on va dire. Et je pensais pas que j'allais être plus touchée que ça par ce film, mais j'ai été très touchée par ce film. Surtout au milieu, en fait. Il y a une scène où voilà, il y a deux frères qui sont en confrontation, enfin parmi les deux personnages principaux, on va dire. Ouais, parmi les personnages principaux, il y a deux frères. Il y a deux frères en gros qui vont se confronter à un moment. Un qui sera derrière une barrière dans un restaurant et un qui sera derrière avec une bouteille en feu. Bon, je vais pas vous raconter la suite, mais en tout cas, ce moment, il m'a trop touchée. Et je trouve aussi que Abdel, il a vraiment bien joué. J'étais très touchée. Enfin, en gros, il m'a tellement touchée, je veux pas exagérer, qu'à un moment, j'ai failli pleurer, en fait. Juste après, j'avoue, j'ai failli pleurer. Parce que c'était trop, j'ai vu des trucs et tout par rapport aux histoires de gangs et tout qu'il y a, je sais pas moi, à Marseille, tout ça, dans certaines villes, même à Toulouse ici, hein, il y a ça. Enfin, c'est peut-être un peu moins qu'à Marseille, mais il y en a aussi. Et je sais pas pourquoi, j'avoue, ce film, il m'a touchée. J'ai déjà vu d'autres films en lien avec les banlieues et tout, mais celui-là, vraiment, au milieu, ça m'a touchée. Et bon, bref, je sais pas si ça m'a touchée. Et en fait, j'ai eu de la peine pour l'aîné. Et ça m'a fait penser à l'aîné aussi, qui s'appelle aussi Abdel de Mohamed Merah, qui a dû vivre... Enfin, bref, en gros, parfois il y a des aînés qui subissent des choses à cause de leurs petits frères et sœurs, on va dire. Parce que dans une famille, on n'a pas tous la même personnalité. On a grandi de la même façon, on a eu la même éducation, mais on n'a pas tous la même façon de voir les choses en grandissant avec le temps, quoi. Et donc, vous avez beaucoup de personnalités différentes dans ce film. Et je sais pas pourquoi, vers le milieu, j'ai été touchée. Et quand même, c'est le 4e film qui m'a touchée de toute ma vie. Parce que parmi les films qui m'ont le plus touchée, je crois, des films un peu en lien avec ce qui se passe dans le monde, l'esclavage, tout ça. Birth of a Nation. Même Soul Food aussi.
La première fois que j'ai vu Soul Food, pour ceux qui connaissent, j'avoue, j'ai la scène dans la cuisine là, avec Terry et tout, quand elle prend le couteau, limite ça m'a fait pleurer parce que une famille qui s'entendait bien et à cause de problèmes, boum. Birth of a Nation aussi, il y a des moments qui sont très violents et qui m'ont limite fait pleurer. Et je sais pas pourquoi aussi ce film, ben je sais pas. Genre je me suis projetée dans le truc, tu sais, je me suis dit un jour si ça arrive en France et tout, c'est genre ça m'a trop fait de la peine et genre j'ai pas vraiment pleuré mais j'étais vraiment très touchée, genre j'avais le cœur qui palpitait. Bon bref, je vais m'arrêter là. Peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo. Je vais m'arrêter là. Ceux qui sont un peu d'accord avec moi et tout, vous pouvez me laisser... même ceux qui sont en désaccord ou en accord, vous pouvez me laisser des commentaires, y a pas de problème. Après, je vais voir si je peux y répondre plus ou moins rapidement, on va voir. Et enfin, bon, j'espère que pour l'instant, mon analyse, elle est satisfaisante. Sinon, comme je vous ai dit, je vais revenir encore sur ce thème du grand remplacement et tout. Je vais essayer de me procurer le livre, de le lire, et ouais, de l'emprunter, de le lire et tout. Et voilà. Parce que voilà, si je lis des choses sur ça, je pense que j'aurai plus de choses à dire encore parce que je pourrais faire d'autres analyses. Mais là, pour l'instant, à part analyser des documentaires ou des livres et tout, je peux pas faire grand-chose. Donc, je vais essayer de lire encore d'autres livres sur ce thème. Voilà, j'ai même vu qu'il y a un autre livre encore dans la même bibliothèque là à Toulouse, hein, de l'étude du patrimoine. Il y a un autre livre aussi qui s'appelle Grand remplacement, mythe ou réalité, et je vais essayer de voir en gros si après je pourrais prendre celui-là aussi. Bon bref. Et je vous en donnerai des nouvelles, mais là je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao. Prenez soin de vous.